Salut les poissons ogres. Tu fais quoi, Chris? Je nageais. C'est super pratique de savoir nager, mais parfois ça ne suffit pas. Et ça, je pense que les survivants du Titanic, ils l'ont bien compris. Parce qu'en effet, la nuit du 14 au 15 avril 1912, le paquebot le plus gros et le plus luxueux jamais construit par l'homme coule en moins de 3 heures, à cause d'un Mr. Freeze géant. Autrement dit, un iceberg. Et au total, plus de 1500 personnes sont mortes, foudroyées par les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Et sur les 2223 personnes présentes à bord, seulement 711 sont ramenées par les canots de sauvetage. Et parmi les rescapés, certains ont réussi à se démarquer pour des raisons pour le moins surprenantes. Entre un employé de cuisine qui avait un gros penchant pour l'alcool, un kidnapping qui se finit bien et une femme qui avait clairement la poisse, mais pas que, je vais vous raconter des histoires incroyables sur des rescapés du Titanic qui n'auraient pas dû survivre. Bon, pendant cette nuit d'horreur, on se doute bien que les gens devaient être en PLS. Entre les bruits d'explosion, la peur de crever, la panique générale, le bateau qui avait tendance un peu à pencher, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, pour essayer de détendre l'atmosphère, certains passagers ont trouvé de petites techniques, comme écouter de la musique, jouer par l'orchestre sur le pont, faire même des petits exercices de respiration, ou se prendre une grosse murge, comme un certain Charles Joughin. Ah ouais, il avait un drôle de sens des priorités, ce gars. Bon, en vrai, qui pourrait le blâmer? Charles avait compris qu'il avait de grandes chances de mourir sur place, puisque il y avait que 1178 places dispo sur les canots de sauvetage, alors qu'il y avait clairement 2200 personnes sur le bateau. Il y a une personne sur deux que vous allez voir, vous savez qu'elle va pas survivre. Surtout quand t'es un homme, et surtout d'une classe inférieure. Mais le plus surprenant dans tout ça, c'est que même en ayant bu de l'alcool, Charles est super efficace pour aider les gens. À tel point qu'il devient même le référent du canot numéro 10. Et alors qu'on lui propose une place à bord, il refuse, préférant laisser la place à d'autres. Partir ainsi aurait été donner le mauvais exemple. Mais c'est clairement un héros, en fait. Un héros bourré, mais c'est pas encore le plus intéressant. On sait pas trop combien de verres a bu Charles cette nuit-là. Certains témoignages parlent d'une bouteille de whisky entière, c'est quand même beaucoup. Mais disons qu'il était plutôt en forme, En tout cas, suffisamment pour réussir à garder son sang-froid et à nager pendant plus de 2 heures dans l'eau glacée. En même temps, vu tout l'alcool qu'il avait bu, ça a dû bien le réchauffer, C'est ça, oui. Mais en réalité, Charles avait bien plus de chances de crever en étant ivre qu'en étant sobre. Car, contrairement aux idées reçues, l'alcool ne réchauffe pas du tout. Bien au contraire. Lorsque l'on boit une substance alcoolisée, notre corps ressent une sensation de chaleur. Et pour cause, grâce à ses propriétés vasodilatatrices, l'alcool dilate les vaisseaux sanguins situés à la surface de la peau, ce qui génère de la chaleur. Mais ce n'est qu'une réaction éphémère, puisque l'alcool va ensuite abaisser la température du corps humain. Pour 50 g d'alcool consommé, soit environ 5 verres de vin, on perd à peu près un demi-degré. Du coup, on est d'accord, l'alcool ça réchauffe pas, mais dans un autre sens, vous êtes tellement dans un état second qu'en fait vous faites même plus attention au froid. L'alcool a donné beaucoup de chance à Charles. De la chance, mais aussi pas mal de courage. Et c'est ce qui lui a permis d'éviter de paniquer, contrairement aux autres naufragés, qui, sous l'effet du stress, ont considérablement accéléré la baisse de leur température corporelle. Et à la fin de son calvaire, Charles sera finalement récupéré par le Carpathia. C'est le nom du bateau qui va récupérer les gens, Et bon, à part les pieds en forme de jambonneau, le gars n'aura pas de séquelles, si ce n'est une immense gueule de bois. En vrai, je pose une question stupide, mais est-ce que vous avez déjà vu le film Titanic de James Cameron? Tu parles du film absolument pas connu qui a rapporté la toute petite somme de 2 milliards de dollars? Ouais, c'est ça, celui-là. Vous l'avez vu ou pas, du coup? Ah oui. D'accord. Du coup, vous vous souvenez sans doute de cette célèbre scène avec Rose, avachie sur une porte, regardant son amant couler au fond de l'océan. Parce que la porte n'était pas assez grande pour 2 personnes. Eh bien, sachez que cette scène a été inspirée d'un épisode bien réel avec un vrai survivant, dont on ne sait absolument rien. Si ce n'est qu'il était chinois. Et alors, je veux dire, on s'en fout qu'il soit chinois, non? On s'en fout, pas tellement, en fait. Parce que, si en vrai on a beaucoup parlé de lutte des classes sur le bateau et du fait que les riches avaient plus de chances de survivre que les pauvres, force est de constater que c'était pas non plus fou d'avoir les yeux bridés. Parce que sur les 2000 et quelques gens sur le Titanic, il y avait que 8 Chinois. Et sur les 8, il y en a 6 qui survivront. Et autant vous le dire, là, tout le monde s'en foutait royalement des Chinois. Je veux dire, le niveau de racisme à l'époque était pas le même qu'aujourd'hui. Imaginez, vous venez de vivre un truc horrible, où vous avez vu des gens crever sous vos yeux, vous êtes Chinois, je le précise, et une fois l'horreur passée, on vous emmène direct au service d'immigration américain de Ellis Island. Pourquoi? Tout simplement parce que on n'aimait pas trop les Asiatiques à l'époque. Le 6 mai 1882, une loi fédérale
fédérale américaine appelée le Chinese Exclusion Act est voté, interdisant toute immigration chinoise sur le territoire. En effet, on considérait que les Asiatiques, qui avaient de faibles prétentions salariales, étaient en concurrence avec les Américains. Peu à peu, les règles se sont durcies, obligeant les gens à avoir constamment un justificatif de domicile, sous peine d'être exclus définitivement du territoire. La loi a finalement été abrogée en 1943. Et d'ailleurs, même les autres escapés ne pouvaient pas les blairer, puisque certains survivants n'ont pas hésité à les qualifier de lâches qui se déguisaient en femmes pour se faufiler dans les canaux de sauvetage. Mais pire encore, lors de la nuit du naufrage, un rescapé du nom de Fang Lang réussit à s'accrocher à un débris ressemblant vaguement à une porte. Et quand l'officier Harold Lowe est revenu avec son canot pour chercher les survivants, il aurait apparemment pas mal hésité à lui venir en aide. Quel est l'intérêt? Il est mort probablement. Et s'il ne l'est pas, il y en a d'autres qui méritent mieux d'être sauvés qu'un Jap. Alors oui, bon, japonais, chinois, c'est un peu le même combat à l'époque, hein. Y a aucune pitié. Mais d'ailleurs, ils sont devenus quoi, les gars? En fait, après avoir été placés sous surveillance, en moins de 24 heures, ils étaient expédiés à Cuba. Et après, on sait pas. Les gars disparaissaient complètement des radars et des registres officiels, comme s'ils n'avaient jamais vraiment vécu la catastrophe. Heureusement, le réalisateur Arthur Jones s'est lancé à la recherche des descendants de ces gars, histoire de comprendre ce qui a bien pu leur arriver. Et ça a donné un documentaire, The Six. Et c'est très récent, hein, c'est sorti en 2021, mais c'est pas encore dispo sur les plateformes en France. Il y a une pétition actuellement qui court pour que ça pop par exemple sur Netflix. En tout cas, tout ça pour dire que être pauvre et sur le Titanic, c'était pas ouf, mais en plus être chinois, en grimpant à bord du Titanic, de nombreux passagers espéraient pouvoir changer de vie en arrivant aux États-Unis. Ok, c'est normal. Et ça, c'est ce que s'est sans doute dit Michel Navratil lorsqu'il a embarqué avec ses deux gamins, Edmond et Michel. T'appelles ton gamin comme toi-même, c'est fréquent à l'époque. En pleine instance de divorce, le père de famille avait perdu la garde de ses enfants et comme ça lui plaisait pas, il s'est dit « Tiens, si je capturais mes gosses pour refaire ma vie aux States ?» Ça sent bon l'idée de merde, ça. Plutôt, ouais, et surtout quand tu choisis le Titanic pour t'enfuir. Bon. Une fois à bord, je vous le dis, Michel se fait très discret. Il rebaptise ses enfants Lolo et Momon. C'est ça, c'est bizarre. D'ailleurs, il est tellement prévoyant qu'il a emprunté le passeport d'un collègue, histoire d'être totalement incognito. Et quand quelqu'un l'interroge sur la mère de ses deux enfants, il n'hésite pas à dire que son ex-compagne est morte. Charmant. Très charmant. Mais au moins, il n'y a personne qui l'emmerde sur le fait que c'est un homme seul avec deux enfants en bas âge. Et il peut rester tranquille, quoi. Parce que, on est quand même en plein kidnapping. Donc, ce genre de cas, vaut mieux rester discret. Sauf que vous connaissez la suite. Quand le Titanic percute l'iceberg, Michel comprend qu'en tant qu'homme de 3e classe, qui plus est, c'est mal parti, quoi. Vraiment. Mais pour lui, il est hors de question que ses gamins meurent avec lui dans l'eau glacée. Et pour ça, il est confié à une femme du canot D. Et donc, le petit Michel, qui avait à peine 3 ans à l'époque, se souvient pourtant très bien de ce que lui a dit son papa à ce moment-là. Enfants, quand votre mère vous retrouvera, dites-lui que je l'aime toujours tendrement et que je compte sur elle pour vous suivre. Et les gosses dans tout ça? Eh bien, c'est ça le plus intéressant. À bord du Carpathia, les gamins sont récupérés par une jeune passagère américaine, avant d'être rapatriés aux États-Unis et d'être confiés à Madame Tyler, une femme très riche qui a la particularité de parler français, comme les enfants, ce qui est pratique. Sauf que je vous rappelle que les enfants sont entrés sur le bateau sous une fausse identité, donc on n'a absolument aucune info sur eux, si ce n'est qu'ils ont un petit accent chantant et une peau un peu plus bronzée que les gamins du nord de la France. Alors, forcément, les médias s'emparent du phénomène, leurs photos sont diffusées partout dans la presse et tout le monde cherche à savoir qui sont les orphelins du Titanic. Et justement, à peine une semaine après le naufrage, à Nice, une femme du nom de Marcel Carretto reconnaît ses deux enfants sur un article de Nice Matin. Non mais l'horreur de voir tes gosses en couverture d'un journal. Surtout à l'autre bout du monde, quoi, quand même. Elle savait pas qu'ils étaient là et qu'ils avaient été à bord du Titanic. Elle se dit, mais putain, je vais les ramener à l'école. Ils avaient failli finir en glaçon. Et donc, après avoir prouvé qu'elle était bien à la mer, grâce à un super questionnaire, Marcel embarque avec un billet payé par la White Star Line direction New York. Finalement, après 1 mois sans nouvelles de ses enfants, elle les retrouve enfin avant de les ramener en France où ils couleront des jours heureux, sans mauvais jeu de mots. Bon, il y a des gens, tu sais pas trop pourquoi, mais ils attirent la poisse. Un peu comme cette Violette Jessop, qui a survécu non pas à 1, ni même 2, mais à 3 naufrages. Enfin, disons 2,5 quoi. Pardon ? Mais vous allez comprendre pourquoi. Joli record, madame. Surtout que quand tu sais que les bateaux où elle était appartenaient tous les 3 à la même compagnie, la célèbre White Star Line, dont on a un peu parlé avant, et ses 3 célèbres sister ships, les bateaux jumeaux, les clones du Titanic.
Toujours est-il qu'un peu moins d'un an avant le naufrage du Titanic, Violette est engagée sur l'Olympique en tant qu'hôtesse en mer. Sauf que, manque de bol, au lancement de la 5e croisière du bateau, un croiseur de guerre se retrouve happé par la force des hélices de l'Olympique et y percute la cote du paquebot. Bon, après, heureusement, plus de peur que de mal. Comme ça s'est passé littéralement à côté de l'entrée du port, l'eau n'a pas trop eu le temps de trop rentrer dans le bateau. Et il n'y a eu aucune victime. Mais c'était, on va dire, une belle entrée en matière pour Violette, quoi. J'imagine qu'après ça, t'as plus trop envie de remettre les pieds sur un bateau, hein. Ça n'a pas trop freiné Violette, quoi, en fait. Puisque quand l'Olympique revient de ses petits travaux, elle continue de bosser sur le paquebot. Et puis, en avril 1912, elle s'engage à bord du Titanic. À la boulette. Sur le conseil de ses potes. Voilà, un bateau insubmersible, vas-y, ouf, c'est incroyable. Et là, vous connaissez l'histoire, Violette réussit à trouver une place sur un canot de sauvetage et elle survit au naufrage. Mais ça ne s'arrête pas là puisque 4 ans plus tard, alors qu'elle travaille comme infirmière sur le Britannique, qui était devenu un bateau hôpital, le paquebot subit une explosion. Alors encore aujourd'hui, on ne sait pas trop les raisons. Sans doute une mine ou une torpille, puisque là, à ce moment-là, je vous rappelle, on est quand même en pleine guerre. Et là, encore une fois, Violette a de la chance, puisque si le naufrage du Britannique sera moins mortel que celui du Titanic, il coûtera quand même la vie à 30 personnes sur les 1125. Présente à bord. J'espère qu'elle a joué au loto. Non, pas du tout. En réalité, elle a continué tranquillement sa petite carrière en mer, avant de s'éteindre, toute paisiblement, à l'âge de 84 ans. D'ailleurs, pour l'anecdote, sachez que Violette n'est pas la seule à avoir survécu à ces 3 gros accidents, puisqu'il y a aussi un autre type du nom de Arthur John Priest qui a réussi le même exploit. Bon, en tout cas, c'est quand même marrant de se dire que le Titanic, c'était pas un exemplaire unique. Il a eu 2 jumeaux, donc du coup, ils étaient 3. C'est ce qu'on appelait les sister ships, et les 3 ont eu des pépins. Voilà, je sais pas, ils sont tapés quand même une sorte de malédiction, d'une certaine manière. En tout cas, j'espère que ces histoires vous ont plu et que vous avez découvert de nouvelles choses sur ce naufrage qu'on a l'impression déjà de tous connaître. Ouais, moi je suis persuadée qu'on sait pas encore tout sur le Titanic. Il reste encore plein de choses à découvrir sur son histoire et ses passagers. Alors, c'est possible, oui. Juste, si on veut encore explorer le plus célèbre des paquebots, va falloir un peu se grouiller, puisque à cause des micro-organismes qui grignotent l'épave, à 3800 mètres de fond, l'épave du Titanic pourrait disparaître selon les estimations avant 2030. Et qui sait quel secret il pourrait emporter avec lui. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à très bientôt.